Les clubs français vont-ils réussir leur deuxième journée de phase de la Ligue de Champions League cette saison? C'est ce qu'on va voir. Grosse semaine qui nous attend avec des gros défis du côté des clubs français. Alex, comment tu vas? Salut Nico, bah écoute, ça va très bien. Super semaine qui s'annonce. Semaine de Ligue des Champions, des gros chocs pour nos clubs français. Donc ouais, super excitant tout ça. Ça va être cool de pouvoir analyser tout ça. Ouais, c'est une semaine pivot. Je trouve cette deuxième journée, elle est importante. Elle est importante dans cette Ligue des Champions. On va faire un gros focus OM Ajax, pardon, pour commencer. Puis Barça PSG, et après on reviendra un peu pêle-mêle sur les autres clubs sans faire une grosse analyse non plus de ces matchs. Mais on va vraiment parler surtout de Marseille, de Paris dans cette vidéo. On commence avec les Marseillais. Marseille qui reçoivent l'Ajax. Comment tu le sens ce match? Quel est ton feeling? Ouais, bah déjà par rapport à ce contexte-là, c'est la première donc au Vélodrome pour nos Marseillais. Match très très important, match pivot de la saison peut-être, parce que finalement quand on regarde le calendrier, on doit absolument engranger des points ce mardi contre une équipe de l'Ajax qu'on sait beaucoup plus faible que ces dernières années, une équipe qui est vraiment à notre portée, peut-être une des équipes les plus faibles desquelles qu'on va rencontrer cette saison en Ligue des Champions. Donc ouais, 3 points obligatoires. Et j'ai même envie de te dire que s'il y avait un match nul ou une défaite, je commencerais à vraiment m'inquiéter pour le reste de la saison en Ligue des Champions pour nos Marseillais. Ouais. Ouais, alors c'est clair, pour moi, quand je vois le calendrier, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est la victoire que tu dois le plus prendre. Plus encore que les 2 matchs contre les Belges, parce que c'est à l'extérieur. Plus encore que le prochain match contre le Sporting, parce que c'est à l'extérieur. Et que c'est aussi, pour moi, Bruges. On l'a vu même contre Monaco la semaine dernière. C'est au-dessus de l'Ajax. L'Union Saint-Gilloise a super bien commencé aussi. C'est potentiellement au-dessus de l'Ajax. Pour moi, c'est là le match où tu dois obtenir les 3 points. L'Ajax, cette Ajax, c'est pas celle qu'on a connue en 2016-2017 notamment. C'est 2016-2017 ou celle de 2017-2018? 2017-2018 peut-être. Enfin, Ouais. bref. Ouais. Aucune victoire à l'extérieur dans ce début de saison. C'est à noter, des matchs nuls, mais pas de victoire. Notamment face au PSV. Ça, c'était peut-être leur match le plus encourageant. On a vu une défaite, ils ont été surclassés par l'Inter. Il n'y a pas autant de gros talents qu'avant, tu vois. Il y a pas ces joueurs qui sont frissons, où on voyait passer vraiment un cap. Il y a quand même des bons joueurs. Je pense à Kenneth Taylor au milieu, qui est un bon milieu international avec les Pays-Bas. Josip Soutalo, qui est un gros talent, les fans de Football Manager connaissent. Oscar Gluck aussi, qui est arrivé de Salzbourg, il me semble, ou de Leipzig, mais enfin bref, du groupe Red Bull. Donc ça va être intéressant à voir. Mais pour moi, de Salzbourg, c'est ça. Mais pour moi, on doit le faire. Hein. L'OM doit gagner ce match impérativement. Je me dirais pas que je serais inquiet pour le reste non plus, parce que, enfin, j'irais pas être jusqu'à inquiet. Ça pourrait mettre un petit doute, mais pas inquiet non plus, parce qu'il reste 6 matchs. C'est ça qui est bien avec le format de Ligue des Champions là, où tu as quand même beaucoup de matchs pour te rattraper, mais 3 points obligatoires, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis, on est sur une dynamique, les Marseillais sont sur une dynamique quand même super positive. On reste sur donc cette fameuse victoire au Classico, puis un bel enchaînement à Strasbourg, même si tout n'a pas été parfait contre Strasbourg. Hein. Il y a une victoire à la fin, mais le contenu du match était vraiment pas terrible, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'on avait fait face au PSG. C'est aussi, j'ai hâte de voir la composition, tu vois, de ce que va faire De Zerbi. Moi, je m'attendrais à reproduire ce qu'on avait fait contre le Paris Saint-Germain, ça veut dire avec une défense à 3, Balerdi, Pavard, Aguerd, et puis avec en piston un Wea, Emerson. Pour moi, c'est ce qui reste le plus cohérent. Je trouve vraiment Murillo, Medina un petit peu un ton en dessous sur ce début de saison. Donc, je trouvais que la compo face au PSG était peut-être la plus cohérente qu'on ait eue depuis ce début de saison. Donc, j'espère qu'il va y avoir une continuité face à l'Ajax. Tactiquement. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Alors, pour ce qui est du match contre Strasbourg, c'est aussi symptomatique d'une grosse victoire face au PSG. Moi, je m'y attendais quand même qu'on
qu'on mette pas exactement les mêmes ingrédients, c'est pas non plus le même adversaire. Et Strasbourg, qui est une équipe vraiment très, très bonne de notre championnat, hein, faut pas les sous-estimer. Mais c'est quand même une victoire au caractère, qui montre quand même du caractère de cette équipe. On a vu qu'on beaucoup a interrogé le caractère face au Real Madrid. Ouais, on est à 10 contre 11, ça va pas attaquer, etc. On a vu que là, quand il faut mettre les ingrédients, l'équipe se crée. Ils sont en confiance. Je pense que ça t'a mis en confiance cette semaine-là, ces 10 jours Real, la défaite contre le Real, mais qui est dans le contenu un bon match. La victoire face au PSG et la victoire face à Strasbourg, je pense que t'arrives avec de la confiance. T'arrives avec de la confiance pour accueillir l'Ajax. À domicile, face à une équipe plus faible, il y a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour vivre une belle soirée. Mais il y a aussi tous les ingrédients qui sont là pour vivre une mauvaise soirée quand on connaît bien l'OM. C'est ça. C'est ça, ce que j'allais dire, Nico. Ce que j'allais dire, quand on connaît notre club et qu'on l'a suivi depuis de nombreuses années, on sait qu'à chaque fois, quand c'est peut-être là où on est sur une dynamique des plus positifs, qu'il peut se passer des retournements de situation. Écoute, on va espérer que ça soit pas le cas, mardi, et que les joueurs quand même arrivent avec une sorte de stabilité, puis que on sait que le Vélodrome quand même joue son rôle. On l'a vu contre le PSG, où directement dans les premières minutes de jeu, le PSG était vraiment étouffé face à un pressing qui est constant. Donc j'espère qu'on va reproduire un peu les mêmes schémas que face au PSG. Je veux vraiment qu'on s'appuie sur ce match-là, qui est pour moi le match. On sera plus dominateur, j'espère quand même. Je pense qu'on aura encore plus dominateur. Donc tu vois, le même schéma, mais encore plus. Avec plus, de la possession, je pense qu'il faut prendre le ballon sur ce match. Oui, le but à la 5e minute fait que tu as laissé le ballon beaucoup au PSG, mais je pense que là, même si tu gagnes, tu marques dès le début, tu vas quand même vouloir garder le ballon. La différence aux années précédentes, c'est que là, on a quand même pas mal de joueurs expérimentés. On s'était fait la remarque avant ce match face au Real, où tous les joueurs du 11, ou presque, mais il me semble que tous les joueurs avaient joué des matchs de Ligue des Champions, ou si tu prends par exemple Aguerd, avait joué des demi-finales de Coupe du Monde, ou des matchs à gros enjeux en tout cas. Et c'est là où l'équipe a changé, c'est que maintenant, je me souviens des années 2018, 2019, 2020, où on avait beaucoup de joueurs qui étaient novices dans les matchs à grosse tension. C'est plus le cas. À l'OM aujourd'hui, si tu prends le 11 que va affronter, ou qu'a affronté même le Real Madrid, ou qu'a affronté le PSG, tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont joué des matchs à gros enjeux. Tu vois, des Weah, il a quand même joué à la Juventus. Peshao, il a joué l'année dernière en Ligue des Champions, il a montré son talent. O'Reilly, il a joué beaucoup avec le Celtics. Heuberg, Gomez l'a joué à Lille. Donc, tu vois, il y a quand même des joueurs qui voulu aller en demi-finale de Ligue des Champions. On a une équipe qui est finalement taillée pour cette compétition-là. Et c'est finalement aussi que ça veut dire que finalement, on n'a plus le droit à l'erreur. Peut-être que par rapport aux dernières années, on pouvait se dire justement l'équipe manque de qualité, même tout simplement au niveau des joueurs sur le terrain, sur le papier. Là, on a une équipe taillée Ligue des Champions qui doit assumer son statut d'être dans les 24, comme on l'avait dit quand on a fait notre prédiction LDC. L'OM se doit d'être dans les 24, et pour être dans les 24, il faudra absolument gagner ce soir. Donc voilà, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises mardi soir. C'est clair. Il y a le retour de... L'Ajax ressemble quand même à l'Ajax, je veux dire, avec des jeunes talents, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des joueurs expérimentés comme Wout Weghorst, pas facile à dire. L'ancien Man U. Ouais, celui qui avait marqué ce but fou là, contre l'Argentine à la Coupe du Monde, tu sais, sur ce coup franc là, glissé, qui m'avait fait bondir de ma chaise à l'époque. Mais, sacré match d'ailleurs. Ouais, sacré match. Vraiment pour moi un des plus beaux matchs de cette Coupe du Monde. Ouais. Mais quand tu vois que l'OM est vraiment favori, je pense que la cote elle doit être quoi, 1,6, 1,8, quelque chose comme ça. Elle était à 1,50 même. 1,50 tu vois. Ouais, 1,50. Donc c'est aussi beau, et ça parle beaucoup ça montre beaucoup que l'OM doit gagner ce match. Mais ça va être intéressant de voir justement, comme tu dis, de voir sur le côté favori. L'OM, ces derniers temps, en Ligue des Champions, on ne peut pas dire qu'ils ont démarré le match en étant favori. C'est vrai que là, à domicile, dans une position de, comme tu dis, on va devoir avoir le ballon, on va attendre de cette équipe qu'elle roule presque sur l'Ajax. Donc ça va être bien aussi de voir cet OM dans cette posture-là, et pas simplement dans cette posture d'outsider, parce que finalement, au Classico
contre le PSG, on savait que la pression était quand même plus sur le PSG, ce match-là. Donc c'est vrai que la mentalité et comment tu abordes le match, c'est pas pareil. Bien Donc sûr. ça va être intéressant de voir ça. Juste pour finir sur le point tactique pour la compo, Ouais, j'aurais j'avais envie d'en parler bien aussi, donc aimé, on va pouvoir en parler. j'aimerais juste voir, je t'ai parlé de cette défense à 3 avec les Pistons que j'aimerais bien voir. Au niveau de ce qui est l'attaque, j'aimerais bien voir un Obama Titu et un Gouiri redescendre plutôt sur un côté et mettre plutôt Pac Chao sur le banc pour le moment. J'ai trouvé qu'il est un petit peu en dessous, forcément, on peut pas lui reprocher, hein, il revient d'une blessure et je pense que je le mettrai pas titulaire ce mardi-là, je mettrai plus Gouiri à sa place et puis peut-être entrer à la 50, 60e, tu vois, avec Obama en pointe. Ok. Moi, de mon côté, j'entends totalement ce que tu dis et ça se défend à 100% parce que, comme tu le dis, il n'a pas été exceptionnel sur les matchs contre Strasbourg et le PSG. Il y a eu du mieux, Il y a eu mais tu vois... Tu vois qu'il monte quand même un petit peu en puissance. Ouais. Mais pour moi, justement, le match contre l'Ajax, club qu'il a déjà joué, qu'il a déjà affronté pas mal, etc., c'est peut-être justement le match où le mettre. Maintenant, s'il rentre à la 50e, je le conçois totalement et au final, tu joues quasiment. Vaut mieux qu'il rentre à la 50e qu'il sorte à la 50e. Ouais, voilà, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Lui décharger aussi la pression des débuts de match, tu sais, au Vel. Voilà. Après, si tu veux être un joueur de l'OM, faut la boire, cette pression. De toute façon, on sait que c'est un facteur hyper important. Non, mais tu vois, si physiquement il est pas au top encore, on sait que même au niveau de la pression nerveuse ouais, bien sûr. d'un avant-match comme ça, en étant titulaire, ça peut aussi fatiguer l'organisme. Donc, s'il est pas encore très très bien rétabli, je le verrai plus rentrer. En plus, Pac Chao, ça correspond au type de joueur qui peut vraiment rentrer et puis te foutre le feu sur un côté. Donc, sur ce match-là, tu vois, je le verrai un peu plus rentrer. Voilà. Ouais, puis Gouiri, j'aimerais bien le voir intéressant. un petit peu en dessous d'Obama, tu vois. Je pense qu'il peut être plus intéressant à combiner avec Obama que vraiment être un numéro 9 comme on a vu sur Strasbourg. Ouais. Maintenant, je trouve que contre Strasbourg, beaucoup crachent dessus, hein, même sur le PSG, etc. Mais il est quand même super important dans tout ce qui est déviation, de jeu de haut but. Les buts viendront. On sait que Gouiri, ce qui lui manque, c'est sa régularité devant la cage. Maintenant, s'il la trouve, c'est une étape à passer pour lui, je pense. Il va retrouver la mire, mais il a quand même été super important. Maintenant, on voit qu'on ne peut pas non plus se passer de trop de titulaires. Je pense que moi, le joueur qui me pose question, et je pense qu'au milieu de terrain, c'est là où il y en a peut-être le moins, parce que j'ai quand même envie vraiment de revoir ce double pivot, là, Mato Riley et Højbjerg, qui je trouve s'entendent vraiment bien. Ouais. Sur le terrain. O'Reilly l'a dit encore en conférence de presse tout à l'heure. C'est cool d'avoir Højbjerg parce qu'on s'entend bien dans la vie, on se comprend dans la vie, et donc sur le terrain, on arrive à aussi comprendre beaucoup aussi. Ils se connaissent depuis longtemps avec le Danemark. Donc, ouais, parce que Angel Gomes, je trouve qu'il manque de course, d'impact sur le terrain. C'est un bon joueur pour garder le ballon, pour contre des blocs bas, tu vois, créer des petits espaces par la passe contre des équipes de deuxième partie de tableau en France. Malheureusement, je pense que pour la Ligue des Champions, pour l'instant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a joué aucune minute contre le Real et contre le PSG, c'est que De Zerbi doit bien le sentir, et on l'a vu là contre Strasbourg, que niveau caisse, niveau effort, course, volume de jeu, il a manqué un petit peu, même si techniquement il est très très bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. Donc on verra. Il y a quand même un effectif qui est assez riche. Je pense que de toute façon, on va avoir sortir le 11 aujourd'hui pour demain, ça va pas être très tâche facile parce que De Zerbi nous concocte tout le temps des petites surprises, une ou deux du moins. Donc on va voir, mais j'ai confiance en lui et je pense que cette victoire elle est importante parce que après tu as quand même ce qu'on peut appeler un boulevard presque. Quand on voit le début de calendrier qu'on a eu du côté de Marseille, après tu vas à Metz, tu reçois Le Havre, tu vas au Sporting, dont là un peu plus dur, mais bon, tu es en Ligue des Champions de toute façon, donc bon voilà. Tu vas à Lens, ça aussi c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas non plus, il y a pas non plus le PSG et tout, enfin bref. Ouais. Tu reçois le SCO d'Angers, tu vas à Auxerre, tu reçois l'Atalanta, qui est aussi un match, on va en parler, c'est un match compliqué de Ligue des Champions et tout, mais tu dois faire bonne figure. Tu reçois Brest, tu vas à Nice, et après Newcastle. Donc jusqu'au 25 novembre,
Toulouse après ça et Lille. Donc jusqu'au 5 décembre. En Ligue 1, en tout cas, t'as pas un choc énorme, si ce n'est Lens peut-être. Mais je veux dire, Lens n'est pas le PSG, avec tout le respect que j'ai pour Lens. Mais voilà, c'est quand même pour Lille, rentrer. le Lens de ces dernières années, ils se sont un peu affaiblis par rapport à il y a 2 ans. Mais, Donc, tu dois là faire un tout droit. Et pour se mettre dans les bonnes conditions, cette victoire à l'Ajax, pour avoir aucun doute, comme tu évoquais, là, s'il y a une contre-performance, tu peux installer du doute, ça va être super important. Yes, match pivot. Match pivot pour la saison. On peut passer au Barça PSG. Ouais. Waouh, Barça PSG, on peut peut-être commencer par faire une liste. Une liste de blessures du PSG. C'est plus vraiment le choc qu'on attendait. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, on s'est tous dit, on en parlait souvent, ça a manqué dans la saison, qu'il n'y ait pas eu ce Barça PSG en Ligue des Champions. C'était tous le match qu'on rêvait de voir et puis on l'a jamais eu. C'est le match qu'on a cette année, mais l'affiche est un peu moins croustillante, on va dire, parce que forcément, quand du côté du PSG, t'as pas... Vitinha, Neves, Fabian Ruiz, Kvara, Doué, Marquinhos, Ousmane. Vitinha, c'est sûr ou pas? Alors, Vitinha il y a Vitinha, un des deux Portugais du milieu qui va peut-être revenir. Mais encore une fois, est-ce que tu prends le risque de le faire revenir très vite pour qu'il se repète? Pas sûr. C'est ça aussi. Fabian Ruiz aussi, c'est des douleurs musculaires. Sa date de retour, elle était estimée au 1er octobre pour les 3 milieux, là, c'était ça. Ouais. Est-ce que tu te précipites? Je suis pas sûr. Je pense que c'est quand même un risque. Hein. Ouais, non, c'est sûr. On l'avait dit, on l'avait dit en vidéo et en perso aussi, que cette année, ce qui allait être chaud, c'est les blessures, quoi. Waouh, ça va. Après, c'est vrai que depuis qu'on a fait cette vidéo, ça fait que de tomber comme des mouches. Donc, on avait plutôt bien été sur ce coup-là, je trouve. Après, voilà, ça va être quand même un beau match. L'équipe du PSG reste une équipe qui est remplie de qualité, une équipe avec des joueurs qui restent dans le haut du panier européen. Bien sûr. Ça va être une belle affiche. Je pense que ça va être un match ouvert. On a vu que le Barça a fait un plutôt bon match hier contre la Real Sociedad, malgré un 11 remanié, notamment en attaque. C'était un peu le bricolage de Hansi Flick hier. Malgré ça, ils ont fait plutôt un bon match, même si on va pas faire le débrief du match, mais c'était un match qui a été assez ouvert. Ça aurait pu faire 3-4-1 pour le Barça, comme ça aurait pu faire 2-2 à un moment, parce qu'il y a une barre à la fin de match, donc c'est un peu deux lectures différentes. Mais dans le jeu, je les trouve quand même très très bons en attaque. Défense, c'est toujours un petit peu le même souci. Il y a un vrai souci au niveau de la gestion de la profondeur. Je les trouve quand même encore bien fébriles. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont se comporter face au PSG. Mais sachant que Yamal va sûrement débuter. Le retour de Yamal va faire énormément de bien. On l'a vu dès le début. Premier ballon en dribble, deuxième ballon passe décisive. Ouais. Ça fait un grand bien hier à l'équipe. Donc, je vois quand même le Barça l'emporter. Je vois bien, un 2-1, 3-1 par là, tu vois, quelque chose à peu près dans ce truc-là. Ça sera pas au Camp Nou, c'est ça sera au... Non, ça sera pas au Camp Nou, mais bon, ils sont habitués maintenant. Ça fait quand même longtemps qu'ils jouent dans ce stade, donc c'est pareil maintenant pour eux, je pense. Donc il y a et c'est peut-être même mieux que ton premier match soit pas contre le PSG au Camp Nou, c'est peut-être mieux. Donc le PSG qui est un peu moins flambant ces derniers jours. Il y a un match vraiment pas terrible contre l'Olympique de Marseille, une prestation contre Auxerre ce week-end qui a pas été non plus flamboyante dans le jeu. Donc un petit peu un PSG qui stagne un peu, qui régresse un petit peu. Donc mais je vois le Barça blessés, favori. De par les blessés, bien entendu. Ça fait quand tu perds presque la moitié de ton effectif, forcément la qualité de jeu en pâtit. C'est clair que le 11 titulaire est décimé. Ça c'est sûr. Donc le Barça a tous les atouts pour profiter et prendre les 3 points à domicile. Je regarde là le 11 face à Auxerre qui démarre. Ramos, Kvara, Mbaye sur le côté droit, Mayulu, Kangin Lee, Vitinha, donc qui est incertain pour une blessure musculaire. Zaïre Emery à droite, Zabarni, Beraldo, Hernandez. C'est quand même pas le 11 qu'on a vu mettre 5-0 à l'Inter en finale de Ligue des Champions. Ça va être un match serré, comme tu dis, c'est peut-être pas le match
qu'on voulait voir entre le Barça et le PSG, avec toutes les formes qui seront là. Je suis aussi inquiet sur la défense du Barça. Je pense que la perte d'Inigo Martinez est incompréhensible presque, parce que tu l'as pas remplacé par un autre défenseur, alors que c'était peut-être c'était ton patron l'année dernière de cette gestion de la profondeur qui a tant fait parler en bien du côté du Barça, avec tous ces hors-jeux commis, enfin pas commis mais provoqués. Donc ouais, je suis inquiet aussi sur cette défense. S'il y avait eu tous les titulaires, j'aurais quand même mis le PSG devant. Maintenant, le retour de Yamal fait vraiment, vraiment du bien. Et puis, il y a le meilleur joueur du monde en la personne de Pedri dans cette équipe, qui est quand même exceptionnelle. Et si tu n'as pas ou Neves ou Vitinha, ni Fabian Ruiz, au milieu tu vas te faire bouffer. Ouais. Le milieu, la bataille du milieu, si tu pars avec Lee, tu mets le même trio là, Vitinha, Lee, Mayoulou. Et peut-être pas même pas Vitinha. Non, mais ça peut être un sacré carton. Hein, ouais. Surtout que De Jong en plus monte vraiment en puissance, je trouve, qui revient peut-être à son meilleur niveau. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de le voir comme plaisir. C'est sûr. C'est une super, avec Pedri, c'est vraiment un super duo. Je trouve que c'est exceptionnel, hein, de toute façon, milieu de terrain du Barça. Donc ouais, sur ce match-là, et puis avec ses absents, Barça facilement, on va dire. J'ai vu Willou se poser la question, quel est le joueur le plus important du Barça? Tu dirais qui, toi? Si tu devais sortir vraiment un joueur, c'est une question difficile, je sais. Qui est le joueur le plus important du Barça? Pour moi, c'est Pedri. Hein. Pour moi, c'est Pedri, surtout sur ce début de saison. Je trouve que peut-être que l'année dernière, j'aurais pu te répondre un Rafinha ou un Yamal, plutôt, que je sortais. Mais cette saison, je vois vraiment Pedri c'est son équipe pour moi. C'est lui, et tous les ballons passent par lui, c'est le chef d'orchestre. C'est tout simplement exceptionnel. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, c'était contre Newcastle, où tu sais, Newcastle revient à 2-1, mais la roulette. Et à la toute fin. Et puis là, tu te dis, à St. James Park va rentrer en feu, ils vont se prendre la marée. Et puis t'as Pedri qui arrive, qui prend le ballon et qui dit non, les copains, vous allez plus le revoir, le ballon, c'est le mien. Il met une petite roulette. Calmez-vous. Une petite roulette, il revient. Et là, tu te dis, bon, ok, le mec. C'est un peu dans le même style que des Andrés Iniesta ou des joueurs de ce calibre-là. Hein. C'est tout simplement un joueur générationnel. Je pense qu'il n'y a plus personne qui peut le comparer à Iniesta sans sourcil, sans se dire c'est un peu trop et tout. À seulement 22 ans, c'est quand même assez fou. Et là, je suis devant la page Transfermarkt du Barça. Je crois que c'est la première fois que je vois un joueur à 200 millions tout rond. Lamine Yamal. C'est la première fois que je vois. Je crois que c'est la première fois que je vois 200 millions. Et encore, c'est pas cher. C'est incroyable. C'est incroyable les pépites qu'ils ont, le Barça, quand même, dans une même équipe, d'avoir Yamal. Ils ont su se réinventer Pedri, quand même d'une force. C'est incroyable. On va vraiment voir sur ce match-là déjà si tout ce qu'on dit va être prouvé sur le terrain. Mais si tous les éléments sont à leur maximum, ça peut être. Et puis la profondeur quand même, notamment au milieu de terrain, comme tu disais, tu vois, on parle beaucoup de Pedri, de Frenkie de Jong, malheureusement Gavi s'est pété assez fort, de Fermin, de Dani Olmo, mais un Marc Bernal qui revient d'une grosse blessure, qui est un joueur vraiment que Hansi Flick l'année dernière en pré-saison, il préférait Marc Bernal à Casado par exemple, alors qu'on a vu l'importance de Casado l'année dernière. Donc il y a vraiment une profondeur au milieu de terrain. On n'a même pas parlé de Dani Olmo, tu vois, un peu. Ouais, c'est quand même assez spécial. Mais non, de toute façon, pour moi, cette saison, le Barça, la problématique du Barça, pour savoir s'ils peuvent gagner la Ligue des Champions, ça va être la défense. Ouais. C'est vraiment là-dessus qu'on va analyser cette équipe, parce que déjà, sur l'attaque, pour moi, c'est la meilleure attaque du monde et ça le restera sur cette saison. Il n'y a pas trop de débat possible et tout l'enjeu de cette équipe et d'Hansi Flick va être axé sur la défense. C'est quand même fou d'avoir perdu Nico comme ça. Hein. Pour moi, c'est incompréhensible. Après, je sais pas, peut-être qu'il y avait besoin d'avoir des balances entre les achats et ventes. Mais si c'est purement un choix sportif et non financier, c'est un choix que je comprendrais absolument pas. Ouais, parce que surtout, tu ne le remplaces pas. Tu le remplaces avec Araujo parce qu'il est déjà dans ton équipe. Enfin, ouais. Donc, à voir. Mais ouais, en tout cas, sur ce match-là, Barça, grand favori. Voilà. Tu l'as trouvé comment la défense face à la Real Sociedad? Parce que la Real Sociedad, justement, c'est très inquiétante. Ouais. Très inquiétante. La Real Sociedad aurait pu franchement marquer un deuxième but sur plein d'actions.
il tape le poteau, alors il s'est après signalé hors-jeu, mais c'était vraiment hors-jeu qui se joue à 2 mm. Et il y a cette barre à la 80 et quelques aussi. Donc non, le Barça, franchement, hier, c'était le stéréotype du match piège, où tu as une équipe du Barça qui n'arrive pas à marquer le but du break et qui, dès qu'elle perd le ballon, est facilement déséquilibrée et mis en danger. Donc après, la Real Sociedad, c'est aussi une équipe joueuse qui aime cette fébrilité-là. Donc ça rentrait bien dans ce projet, mais ouais, compliqué la défense. Et puis, compliqué. Ouais. Et il y a le jeune Dro Fernandez aussi qui a commencé le match. Ouais. Donc ça montre quand même qu'il y a quand même pas mal de pépites dans ce milieu. Ouais. Un jour aussi de plus pour le PSG, parce qu'ils ont quand même joué que hier, le Barça. Un jour de récupération en plus du côté du PSG. À voir. Ouais. J'ai hâte de voir ce match quand même. Comme tu dis, c'est pas le grand match qu'on attendait de l'année dernière, mais ça va rester intéressant. Ça va être une belle affiche quand même, dans tous les cas. Ouais. Et sur le reste de la Champions League, tu as des matchs qui... Ouais, je voulais parler de Pafos Bayern. Je vois peut-être un score à la Bayern, le petit poussé de la compète qui affronte l'ogre. Le club de chez toi, Pafos, le club de chez moi, et ça peut être un film d'horreur là pour les petits chypriotes. Donc tu vois, si je devais faire un prono, je partirais sur un 4-5-0 avec un doublé de Kane, un but d'Olysée. Tes parents ils vont revenir de Chypre avec 2 bonnes valises. Ah là. Je pense que là ils vont regarder autre chose que du foot. Ils vont revenir avec 2 bonnes valises en excédent bagage. Ah ouais, là ça va être compliqué, mais ça va être intéressant à voir, ce match, ça va être cool. Mais ouais, le Bayern, je vois bien, tu vois, peut-être mettre un score comme ils savent le faire chaque année en Ligue des Champions, un 5-4, 5-6-0, allez. On va dire un gros score. Sinon, j'ai noté. Il n'y a pas de gros choc sur cette journée. Attention à Liverpool, Galatasaray-Liverpool. Mais bon, Galatasaray, c'est. J'ai vu des matchs, c'est quand même. J'ai vu 2 matchs, je crois, de Galatasaray cette saison. Et tu sens que dans l'impact, dans comment dire, ouais, l'impact, le physiquement, ça peut péter quand même face à Liverpool, qui est une équipe qui enchaîne les allers-retours, etc. Ça peut faire mal. Monaco City aussi. Bon. Monaco City, ouais, Monaco. Ça va être compliqué, Monaco face à City. Un City qui est quand même sur une pente ascendante. On voit que le jeu est de plus en plus cadré. Et puis City, je trouve, c'est une équipe qui a, tu sais, un petit peu changé son calibre de jeu. On a été habitué ces dernières années à avoir un City omniprésent avec des 70% de possession. Maintenant, Guardiola, je crois qu'il a accepté que l'équipe était peut-être un peu moins forte. Il accepte un peu plus des temps où ils sont attaqués. Et je trouve que l'équipe est en train de se réinventer un petit peu. Donc ça va être très compliqué pour Monaco qui s'est pris une rouste face à Lorient, une des équipes les plus faibles sur le papier du championnat. Donc, avec un Pagis extraordinaire, exceptionnel. Je sais pas si tu as vu les 2 buts de Pagis, fils de l'ancien joueur de l'OM. J'ai pas vu, non. Magnifique, je t'invite à aller regarder les 2 buts, le but du 2-0 et du 3-0 ou du 3-1, je sais plus. Enfin bref, le deuxième et le troisième sont exceptionnels. Puis il y a Villarreal Juventus, ça va être quand même intéressant. Le sous-marin jaune qui fait un bon début de championnat, la Juve qui nous a sorti des matchs impressionnants. Ouais, je vois bien Villarreal là-dessus. Ouais, c'est possible. Ouais. Dortmund Atlético aussi. Ouais, non, en fait, t'as pas un gros championnat, t'as des gros chocs d'Europa League limite. Atlético, il joue contre Francfort. Non, Athletic Bilbao, pardon. Je voulais dire Athletic Bilbao. D'accord, ok, ouais. Oui, Atletico, c'est à domicile ou c'est à Dortmund. C'est à Dortmund, ok. Ouais, ça c'est un beau match par contre. Ouais, mais c'est des gros. J'ai l'impression qu'il y a plein de finales potentielles d'Europa League, tu vois. De la belle Europa League, pas l'Europa League de maintenant, l'Europa League d'à l'ancienne, tu vois. Mais un Atletico Eintracht fort. En finale de Ligue tout Europa. Ça, c'est des matchs ouverts, tu vois. Je vois bien beaucoup de buts, donc ça peut être hyper impressionnant. Chelsea-Benfica aussi, ça peut être un très beau match. Ouais, en fait, comme tu dis, t'as pas une énorme affiche, mais t'as quand même beaucoup de très beaux matchs. En fait, c'est qu'à part le Barça-PSG, le Real joue le Kairat Almaty. Ça va être un match à voir, justement. Avant le Marseille-Ajax, je pense qu'on va se le faire. Se le faire avant le... Mais tu vois, Manchester City qui prend Monaco, on peut pas appeler ça un gros choc. Liverpool qui prend Galatasaray. Il n'y a pas 2 grosses équipes, il n'y a pas 2 chapeaux qui se face.
face à face. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas une journée qui est... Ouais. Non, mais City qui gagne face à Monaco. Je vois bien Villarreal face à la Juve. Arsenal aussi, je vois bien un gros écart face à l'Olympiakos. Je vois bien un gros score de Arsenal, là. Peut-être un 3-0, quelque chose par là. Peut-être un but d'Eze. Il mériterait, parce qu'il hier, il se les a fait enlever à 2 reprises. Là, il se les a fait enlever par le gardien. Et Eze dans le jeu, ça devient de. C'était intéressant comment il était positionné hier. Je l'ai bien aimé dans ce un petit peu plus bas. J'ai trouvé hyper intéressant. Techniquement et tout, tu sens que techniquement, qu'il a vraiment le mec. Dès qu'il prend la balle et tout, percutant et tout. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Yes. Il y a Union Saint-Gilloise Newcastle aussi, deux adversaires qu'on aura. À 18h45, on va peut-être le faire ce match aussi. Deux adversaires qu'on va avoir, ça va être intéressant. Yes. Et Atalanta Club Bruges, c'est aussi putain, il y a deux matchs où les deux on les joue à l'Atalanta Club Bruges. Ah bon, on va la regarder ces matchs alors. Faudra choisir entre Atalanta et Real Madrid, Kairat Almaty, mais je pense que. S'il y a 3-0 à la 30e pour le Real. Attention au Kairat Almaty. C'était contre qui qu'ils s'étaient fait surprendre, le Real? Tu sais, ils avaient perdu à la dernière. Sheriff Tiraspol. À 18h45, pareil. Une bonne mine à la fin du match sur une touche. À la fin du. Allez, on repart sur ce scénario. Qui veulent parier, là, la cote à 20. J'ai mis 10 balles. Les amis, passez une bonne une bonne après-midi. Et on va regarder ça avec attention, cette Ligue des Champions. Avant une 3e journée, avant un week-end qui va être intéressant, une 3e journée d'autant plus. Ciao. Ciao.